Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour ce 19h à la une de l'actualité de ce dimanche 20 février. Plusieurs accords signés entre le Qatar et l'Algérie à la faveur de la visite d'État du président algérien à Doha. Abdelmajid Tebboune prend part mardi au 6e forum des pays exportateurs de gaz. Et l'Éthiopie lance pour la première fois la production de l'électricité sur le barrage de la Renaissance. Le barrage suscite de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan. Crise russo-ukrainienne, la tension est à son comble dans le Donbass. Les affrontements entre l'armée ukrainienne et les républiques autonomes s'intensifient. La diplomatie tente ses dernières chances. Et le président algérien poursuit sa visite d'État à Doha, au Qatar. Des entretiens en tête-à-tête l'ont réuni aujourd'hui avec l'émir Cheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani. Abdelmajid Tebboune, à la tête d'une importante délégation ministérielle, a été accueilli au cabinet princier par l'émir de l'État au Qatar. Les entretiens bilatéraux ont été ensuite élargis aux ministres et responsables des deux pays. Un déjeuner a été offert en l'honneur du chef de l'État algérien et de la délégation ministérielle. Le président de la République est arrivé hier soir à Doha pour une visite d'État de 2 jours. Les signatures entre l'Algérie et le Qatar de 4 accords et conventions de coopération entre les deux pays portant sur la diplomatie, la justice, la solidarité sociale et les affaires familiales, mais également sur la coordination dans les affaires étrangères et un programme exécutif de l'accord de coopération en matière d'éducation pour la période 2022-2025. Et cette visite du président algérien Abdelmajid Tebboune au Qatar revêt une dimension exceptionnelle de par son timing et les derniers développements sur la scène régionale et internationale. Souad Ben Batouche. Exceptionnel déjà de par l'accueil réservé au chef de l'État algérien. Abdelmajid Tebboune a été accueilli par Cheikh Tamim en personne. L'émir fait de rares apparitions à l'aéroport international de Doha pour recevoir ses hôtes. Le geste révèle la profondeur et l'importance des relations entre l'Algérie et le Qatar. Des relations appelées à se renforcer vu les volontés politiques affichées par les deux parties lors du dernier voyage à Alger du dirigeant qatari en février 2020. Une visite exceptionnelle aussi de par son timing et son cachet stratégique. Elle intervient avant la tenue du sommet arabe prévu en Algérie avant la fin de cette année. Un sommet qu'Alger voudrait rassembleur avec une action arabe commune face au dossier brûlant de l'heure. Le rendez-vous doit être minutieusement préparé et Alger s'y attelle. Les derniers développements en Libye, le pays replongé dans une nouvelle impasse politique et institutionnelle. La question palestinienne avec notamment les tentatives de rassembler les différentes factions divisées par des luttes intestines pour le pouvoir et remettre le dossier au cœur des préoccupations arabes. Ces questions, entre autres, nécessitent davantage d'appui et de soutien, un point de vue pleinement partagé par Alger et Doha. Par ailleurs, le partenariat algéro-qatari, les relations bilatérales, notamment économiques, pèseront de tout leur poids lors de cette visite, le Qatar étant le premier investisseur étranger en Algérie. Cette visite du président algérien, c'est aussi un signe fort de voir naître une véritable coopération économique entre deux puissances de la région MENA. Retour sur les principaux dossiers au menu de cette visite avec Kherdin Batash. Un véritable chassé-croisé de visites officielles entre Alger et Doha depuis 2020, ponctué par celle effectuée en ce moment par le président algérien Abdelmajid Tebboune, lors du renouveau des relations bilatérales algéro-qatari a sonné. Investissement, partenariat, des dossiers importants attendent le président Tebboune et l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le sillage des travaux du premier conseil d'affaires bilatéral tenu il y a moins d'une année à Alger.
À commencer par la redynamisation des échanges commerciaux en berne depuis quelques années, comme en témoignent ces chiffres. Les exportations algériennes vers le Qatar en 2021 n'ont atteint qu'un faible niveau de 1,7 million de dollars contre 38 millions de dollars d'importation. Le Qatar reste néanmoins le premier investisseur arabe en Algérie, avec 74% du total des IDE et 115 sociétés mixtes créées. Les secteurs privilégiés sont ceux de l'industrie, les télécommunications, les finances ou encore les services. De 2015 à 2020, le Qatar est classé 11e partenaire commercial de l'Algérie parmi les pays arabes, avec un volume des échanges commerciaux s'établissant à 344,8 millions de dollars. Cette visite s'inscrit également dans un contexte multilatéral avec la tenue du 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu lundi à la capitale du pays du Golfe. Si les décideurs sont présents en chair et en os à Doha, les esprits sont à Kiev et à Moscou, où la crise pèse de tout son poids sur le marché gazier, faisant exploser les cours. Prise au piège de sa dépendance aux approvisionnements russes de gaz naturel, l'Europe ne sait plus à quel sein se vouer. Comme un symbole, le Qatar abrite l'un des plus importants sommets de l'année 2022. Le conciliabule des pays rois du gaz risque de redessiner les contours de son industrie. De nouvelles orientations fortes, notamment en faveur du développement du gaz naturel liquéfié, sont attendues. À l'issue de cette visite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune participera au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu mardi à Doha. Le forum se tient cette année sur fond de crise russo-ukrainienne. Pour en parler, l'ancien ministre algérien de l'énergie Abdelmadjid Attar sera l'invité du Zoom ce soir. Gifle assourdissante ou encore humiliation cinglante du Maroc. Déclaration de Ammar Bellani, l'envoyé spécial chargé de la question sahraoui et des pays du Maghreb suite à la participation de la race représentée par son président Brahim Rali au 6e sommet Union africaine-Union européenne et la prise de parole de ce dernier lors des travaux de la table ronde paix et sécurité auxquels participaient de nombreux chefs d'État africains et européens. Ammar Bellani qui affirme que le Royaume avait multiplié les manœuvres et les pressions pour entraver la participation de la race à cet important rendez-vous diplomatique consacré à la mise sur pied d'un nouveau partenariat rénové entre les deux ensembles. Transition toute faite pour parler du Maroc. L'Association marocaine des droits de l'homme appelle à des manifestations dans toutes les régions du pays en réponse à l'appel du Front social marocain. Aujourd'hui, la grogne est à son comble. Leïla Guertal. La grogne gagne du terrain au Maroc et s'étend à toutes les régions sans exception. Mal-vie, cherté, inflation, disparité sociale et injustice sociale, les arrestations abusives, autant de failles qui ont conduit à ce ras-le-bol citoyen. La Fédération Gauche a décidé de se joindre aux appels lancés par les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs politiques en commémoration du 20 février. Celle-ci appelle les Marocains à manifester contre la flambée des prix des carburants, la hausse du chômage sans précédent, en plus des restrictions systématiques des droits et libertés. Une situation intenable que les Marocains ne peuvent plus étouffer. Informel, il n'est pas sécurisé, il n'est pas assuré pour l'avenir. Par ailleurs, la parlementaire marocaine, secrétaire générale du Parti socialiste, avait déjà dénoncé le fait social au bord de l'implosion, accusant le gouvernement de violer la Constitution. Rappelant toutefois que ces manifestations surviennent à l'occasion de la Journée internationale de la justice, une justice qui fait fortement défaut au Maroc. Direction le Mali, où un rassemblement a été organisé aujourd'hui suite à l'annonce du retrait des troupes françaises du Mali. La capitale Bamako vit au rythme des cris de joie d'une foule en liesse sortie témoigner son soulagement et son appui à la décision de l'autorité de transition. Sohila Kilal. Le Mali jubile et a carrément du mal à cacher sa joie après l'annonce du départ des troupes françaises. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Bamako crier leur bonheur et leur soulagement. Ce rassemblement fait suite à l'appel du collectif Yerewolo debout sur les remparts,
qui réclame depuis sa création il y a 3 ans le retrait de l'armée française du pays. La France est restée trop longtemps chez nous. Qu'elle s'en aille. 9 ans qu'ils sont chez nous. On n'a pas besoin de la France aujourd'hui ni demain. Nous sommes derrière Assimi et le Mali. Nous sommes très contents parce qu'ils ont 29 ans d'occupation et non de sécuriser le Mali. La France et ses partenaires européens ont officialisé le 17 février dernier le retrait militaire du Mali sous un délai de 6 mois, invitant la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, à étudier l'impact de ce désengagement. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, elle s'appliquera simplement en bon ordre, pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Au lendemain de l'annonce faite par Emmanuel Macron, le gouvernement de Bamako a demandé à Paris d'opérer le retrait de ses troupes militaires sans délai sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national. Cette manifestation de la population malienne atteste on ne peut mieux aujourd'hui que les décisions des autorités de transition sont justes, à en croire le soutien populaire dont elles bénéficient. Au Burkina Faso, des milliers de personnes se sont réunies à l'appel de plusieurs organisations de la société civile pour soutenir le MPSR au pouvoir à Ouagadougou. Le rassemblement, selon les organisateurs, avait un seul but, soutenir l'élan de sursaut patriotique de la transition dans sa reconquête des localités occupées par des groupes armés. Les organisateurs ont lancé un appel à la transition de rassembler tous les Burkinabés autour de cette lutte. Éthiopie, lancement aujourd'hui de la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance, construit sur le Nil bleu. Cette construction controversée, entamée depuis 2011, a créé de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, toutes deux tributaires du Nil pour leur sécurité hydraulique. Tininan Makassi. Après plus de 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan, l'Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil bleu, sous l'œil avisé du Premier ministre Ahmed Abiy. De prime abord, le barrage de la Renaissance a tout pour séduire, mais son emplacement suscite de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, dont la sécurité hydraulique dépend de la confluence des eaux du Nil bleu et du Nil blanc. En effet, l'Éthiopie s'est lancée dans la production d'électricité du barrage de la Renaissance. Le conflit qui l'oppose à l'Égypte est dû notamment au non-respect de la partie éthiopienne de ses précédents engagements. Ce barrage menace la sécurité hydraulique des pays qui dépendent de sa confluence. Et à cause de ça, ces pays concernés par ce conflit ne sont parvenus à aucune forme d'entente. Rappelant son droit inaliénable à l'eau, l'Égypte fait appel à la médiation internationale. D'ailleurs, lors de sa visite en Égypte, le président algérien Abdelmajid Tebboune a insisté sur ce point et fait savoir qu'Alger reprenait la médiation de ce dossier épineux de la Corne de l'Afrique. Récemment, l'Égypte, par la voix de son Premier ministre Mustapha Mabdouli, a affirmé, je cite, que le Caire ne s'oppose pas à la construction du barrage de la Renaissance. Bien au contraire, il encourage la croissance économique des pays autour du Nil, affirmant en outre que l'Égypte ne fait que défendre son droit à l'eau. Cela signifie que l'Égypte ne souhaite pas l'escalade de ce conflit. Elle veut des pourparlers où le droit de chacun est garanti. Je pense d'ailleurs que l'Union africaine devrait prendre une position ferme vis-à-vis de l'Éthiopie en la sanctionnant sévèrement. Et au même titre, la communauté internationale pour espérer arriver à une solution définitive de ce conflit qui menace la sécurité directe de l'Égypte. La communauté internationale craint que ce conflit n'attise la guerre de l'eau et déstabilise cette partie du continent déjà soumise à de nombreuses tensions et mise tout sur l'hydrodiplomatie et le partage équitable des ressources hydrauliques.
Et cette initiative citoyenne européenne, une centaine d'organisations tenteront à partir d'aujourd'hui et pour une période d'une année de réunir 1 million de signatures nécessaires pour pouvoir demander à l'Union européenne d'interdire le commerce avec les colonies sionistes en territoire palestinien. L'initiative a été baptisée Stop Settlement. Europe, crise ukrainienne, l'escalade sur la ligne de front se confirme. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer les accords de Minsk. Kiev a annoncé la mort de 2 soldats, pendant que les pro-russes parlent de 2 civils tués par l'armée ukrainienne et de dizaines de maisons détruites suite à des bombardements. Sofiane Barotti. La tension au Donbass augmente d'un cran. Des échanges de tirs se multiplient le long de la ligne de front. Pendant que les autorités des républiques autonomes du Donbass annoncent des violations du cessez-le-feu et un plan d'attaque de l'armée ukrainienne, Kiev, en contrepartie, accuse les républiques pro-russes de transgresser les accords de Minsk. La Russie a organisé des manœuvres stratégiques de grande ampleur et se dit prête à défendre les populations russophones en cas d'agression. Sur plusieurs espaces de conflit potentiels, et contre un ennemi virtuel, ces manœuvres ont vu se dérouler des exercices militaires qui ont inclus le lancement de missiles balistiques de grande portée à capacité nucléaire. Pour la première fois depuis le début de la guerre de basse intensité en 2014, des corridors humanitaires ont été ouverts et les femmes, les enfants et les vieillards ont été évacués de l'autre côté de la frontière vers la Russie. Les bureaux de conscription ont commencé à accueillir des jeunes volontaires prêts à se rendre sur le front en cas de besoin. La conférence de Munich sur la sécurité a pris en charge en priorité la question des tensions en Europe orientale. À cette occasion, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, a encore une fois insisté sur la nécessité de l'implication militaire de l'OTAN et de l'Union européenne, au cas de l'embrasement du front ukrainien. Les Britanniques, présents militairement en Pologne et en mer Noire, ont annoncé qu'une offensive russe était imminente et qu'elle devait avoir lieu en début de semaine prochaine. La Maison-Blanche, pour sa part, a réitéré sa conviction, maintes fois matraquée, que Moscou se prépare à envahir l'Ukraine et que le président russe a, je cite, déjà pris sa décision. La zone de démarcation prévue par les accords de Minsk et séparant des centaines de milliers de soldats russes et ukrainiens, ainsi que des paramilitaires des deux camps, risque de se transformer rapidement en ligne de feu. La ligne de front du Donbass fait plus de 450 km. La Crimée est également passible d'embrasement, ce qui menace concrètement le vieux continent de guerre totale. L'Europe vit actuellement sur des charbons ardents. Et tous les dirigeants le disent, si un accord n'est pas trouvé rapidement, le scénario à venir pourrait bien ressembler au passé sanglant de ce continent. Et pour un éclairage sur la situation opérationnelle, je vous propose d'écouter Nikola Mirkovic, analyste géopolitique expert de la question ukrainienne. La situation était un peu moins tendue, mais ces derniers jours, il y a eu très clairement une hausse de l'activité sur la ligne de front entre les armées de la République populaire de Donetsk et du Lugansk d'un côté et l'armée ukrainienne de l'autre. L'OSCE qui est sur place a noté une très significative hausse des combats. Il y a des morts de soldats ukrainiens d'un côté et de soldats et de civils même des indépendantistes du Donbass de l'autre. On le voit tout le long de la ligne de front et il y a eu des combats qui ont fait rage, il y a eu des destructions de mobilier, en tout cas j'ai vu des images de destruction d'immeubles et d'infrastructures civiles des deux côtés de la ligne de front. Et il y a eu des craintes. J'ai parlé il y a encore quelques heures avec des habitants de la ville de Donetsk et qui faisaient état de tirs qui se rapprochaient de plus en plus du centre-ville. Donc il est indéniable qu'il y a eu cette aggravée. La crise ukrainienne, c'est aussi l'aspect économique et surtout humanitaire. Nikola Mirkovic, une nouvelle fois. Alors, de nombreux autocars ont été affrétés en fin de semaine dernière pour évacuer les familles. Ce sont essentiellement les personnes âgées, les familles, les femmes et les enfants qui sont invités à partir vers la Russie dans des camps humanitaires qui sont montés par la Russie à Rostov-sur-le-Don et à Voronezh. Donc, on a vu en effet beaucoup d'autocars partir avec beaucoup d'enfants. Il y a eu des trains aussi qui ont été organisés pour amener ces réfugiés vers les différents camps. On a un appel à la mobilisation qui, elle aussi, n'est pas obligatoire, mais les personnes, les hommes
en âge de se battre sont invités à s'inscrire. Et je sais d'ailleurs par mes sources localement que même des femmes décident de rester et s'enrôlent pour se battre. Un petit peu de confusion, parce que du coup, évidemment, tout ça est assez radical. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu autant de mobilisation, en tout cas des évacuations comme ça. On sait que les pharmacies, les stations d'essence, les supermarchés ont été, les distributeurs de billets de banque ont été pris d'assaut. Je rappelle que Nicolas Mirkovic est analyste géopolitique et expert de la question ukrainienne. Il a été contacté par notre journaliste Sofiane Barodi. Toujours dans le dossier ukrainien, alors que les troupes se déplacent sans cesse, le ballet diplomatique suit son cours dans un dernier effort de dialogue entre Paris, Munich et Washington. Le camp occidental mise encore sur la diplomatie tout en prenant en compte un risque croissant de conflit armé. Safwan Ben Sabri. Les déclarations alarmistes et mesures de dernier recours s'enchaînent dans les capitales occidentales et au sein de l'OTAN. Samedi, les autorités françaises et allemandes ont vivement recommandé à leurs ressortissants en Ukraine de quitter le pays. L'OTAN, quant à elle, a transféré son personnel basé à Kiev vers Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, et Bruxelles pour des raisons de sécurité. Le président américain a affirmé pour la première fois que la Russie s'apprête à attaquer l'Ukraine dans les jours qui viennent. Emmanuel Macron s'est lui entretenu avec Vladimir Poutine dans ce que l'Élysée a qualifié de dernier effort possible et nécessaire pour éviter un conflit majeur en Ukraine. Entre Kiev et Moscou, en revanche, le téléphone sonne mais le Kremlin ne décroche pas. Volodymyr Zelensky a souhaité s'entretenir avec le président russe. Ce dernier n'a pas donné suite. À Munich, la conférence annuelle sur la sécurité s'est achevée dimanche sans aucune avancée diplomatique. Au contraire, en l'absence de la Russie, le langage de fermeté et les avertissements répétés envers Moscou l'ont emporté, y compris chez les Européens, au risque d'enterrer leur tentative de médiation. Pour comprendre l'ampleur du conflit entre Moscou et l'Occident, il faut revenir dans cette même ville de Munich en 2007, presque jour pour jour. Vladimir Poutine y remettait en cause l'ordre mondial établi. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision. C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain. Sur le dossier ukrainien, le soldat avance toujours alors que l'ambassadeur semble stagner, voire reculer. Et en Bosnie, suite aux tensions de ces derniers mois dans le pays constitué de deux entités, la République SRPSK et une fédération croato-musulmane unie par un État central avec la multiplication des menaces sécessionnistes du leader politique de la RS, Milorad Todic, le chef de la diplomatie de l'Union européenne depuis Munich. Joseph Borrell estime que la situation est plus que préoccupante. Il a d'ailleurs appelé à la responsabilité des leaders politiques de la Bosnie pour éviter l'éclatement du pays, les exhortant à mener à bien les réformes constitutionnelles et électorales nécessaires. Nous restons à Munich, mais pour parler du nucléaire iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, affirme qu'un accord a été à portée de main, mais selon lui, il revient aux Occidentaux de montrer leur bonne volonté. Les négociations sur l'accord du nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances ont fait des progrès ces derniers jours selon toutes les parties. Santé, Covid-19, nouvelle baisse sensible des cas de contamination en Algérie. 118 nouveaux cas ont été recensés selon le bilan du ministère de la Santé durant les dernières 24 heures. 155 guérisons sont à signaler et 10 décès à déplorer. Les autorités canadiennes ont loué des progrès significatifs dans l'évacuation du centre d'Ottawa bloqué depuis 3 semaines par des camionneurs anti-mesures sanitaires. L'opération d'évacuation se poursuit toujours. Il faudra encore du temps pour atteindre nos objectifs, a souligné Steve Bell, le chef de la police de la capitale canadienne. Autre rassemblement festif cette fois-ci pour les Québécois. La province francophone réclame un retour à la normale et la fin de toutes les restrictions provoquées par le Covid-19 après 23 jours d'occupation du centre-ville d'Ottawa par les routiers contestant les mesures préventives.
À Rome, en Italie, le secteur de l'hôtellerie est durement touché par l'absence de touristes. C'est ce que met en avant une étude de la Chambre de commerce de la capitale. Les chiffres sont impressionnants. Entre 2019 et 2021, la fréquentation des structures d'hébergement dans la capitale italienne a chuté de plus de 85%, passant de plus de 19 millions de touristes avant la crise sanitaire à peine 3 millions l'an passé. Direction les États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump pourrait être jugé pour son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Un juge de Washington a estimé que les poursuites civiles contre lui étaient recevables. Il estime que les déclarations du président le jour de l'attaque dépassaient le cadre de ses fonctions. En Amérique du Sud, les dirigeants indigènes de l'Amazonie équatorienne ont déclaré la province de Napo en état d'urgence. Ils demandent que la zone soit protégée des méfaits de l'activité minière illégale, notamment dans la région de la communauté de Yutzu-Pina, où le gouvernement mène depuis une semaine une opération de contrôle musclé contre les mineurs illégaux dans la forêt amazonienne. Sport football, quelques minutes avant le coup d'envoi du match JS Saoura face au Royal Léopard d'Eswatini pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Le club algérien de la JS Saoura, dernier au classement dans ce groupe B, après la défaite face au Orlando Pirates 2-0 en Afrique du Sud. Les protégés de Yacoubi essaieront de se racheter à 20h au stade du 5 juillet. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois. Direction la Chine, clôture des Jeux Olympiques d'hiver 2022 aujourd'hui avec une cérémonie grandiose sous le thème des flocons de neige. La cérémonie s'est déroulée au stade national de la capitale chinoise Pékin. C'est par une clôture chaleureuse sous les feux d'artifice rampant avec le froid glacial que les athlètes ont défilé derrière leur porte-drapeau afin de saluer le public pékinois pour la dernière fois. Culture, nous allons nous intéresser à cette exposition qui marque l'histoire du Bénin. Elle dévoile 26 trésors royaux restitués au mois de novembre par la France. Amela Becha. À Cotonou, le président béninois Patrice Talon a inauguré avec fierté l'exposition la plus importante de l'histoire du pays. 26 trésors du royaume de Dahomey sont enfin exposés au palais présidentiel de Cotonou. Après 129 ans d'exil et de longues négociations qui ont abouti à la restitution de ces œuvres par la France il y a de cela 3 mois. Des œuvres considérées comme sacrées ont été dévoilées pour la première fois aux descendants de dignitaires des anciens royaumes du Bénin. Le grand public était aussi au rendez-vous à l'espace muséal du palais présidentiel de Cotonou pour contempler et découvrir la richesse de leur patrimoine mémorial et esthétique. Sous le thème « Art du Bénin » d'hier et d'aujourd'hui, la continuité de la richesse culturelle béninoise est assurée, car 34 artistes contemporains exposent à côté de ces illustres œuvres restituées. Avis aux incontournables de l'art qui auront 3 mois devant eux pour admirer ce patrimoine du Dahomey exposé dans toute sa splendeur. Place à présent au Zoom du 19h. Les yeux du monde entier sont braqués à présent sur Doha, où se tient le 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, dans un contexte brûlant dominé par la crise russo-ukrainienne. Ces répercussions se font fortement ressentir sur le marché gazier mondial, à la fois au niveau des approvisionnements, des prix, mais également sur la stratégie globale des fournisseurs exportateurs. Pour une projection dans la grande messe du gaz naturel, une analyse de la situation s'impose. Avec nous sur le plateau, Abdelmajid Attar, ancien ministre algérien de l'énergie. Bonsoir, monsieur Attar. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Kherdin Botaj, qui nous rejoint aussi pour débattre de ce sujet. Bonsoir, Riyad. Monsieur Attar, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le marché gazier est fortement perturbé par la situation et la crise russo-ukrainienne. On parle déjà de graves répercussions. Mais tout d'abord, un forum se tient dans ce contexte tendu. Les tenants, s'il vous plaît, Monsieur Abtar, les tenants du 6e sommet du forum des pays exportateurs de gaz à Doha. Oui. Peut-être qu'avant, il faut dire quelques mots sur le GSCF ou le forum des pays exportateurs du gaz, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est au juste. C'est une institution, c'est un organisme extrêmement important. Nous en faisons partie. Je tiens à souligner que le secrétaire général du forum est un Algérien, nouvellement installé, M. Hamel Mohamed, pratiquement moins de 2 mois et demi. Donc, le forum est extrêmement important parce qu'il regroupe pratiquement les 11 pays les plus importants, les plus grands producteurs de gaz, pratiquement. Ou ceux qui ont le plus de réserves. Ils sont 11, il y a 5 pays observateurs aussi, mais peut-être qu'ils vont rejoindre petit à petit. C'est pratiquement 70% des réserves gazières mondiales. Et là, je parle des réserves conventionnelles. 70%, c'est extrêmement important. C'est pratiquement, c'est-à-dire 140 000 milliards de mètres cubes de gaz qui sont renfermés dans ces pays. Donc le forum est important. Ce sommet, il faut aussi signaler que le forum des pays, ce n'est pas un organisme comme l'OPEP, qui suit le marché, qui essaye de réguler en quelque sorte la production pétrolière de façon à contrôler le marché entre offre et demande, le prix, etc. Le forum, non, il n'impose aucun quota à aucun pays. Les pays sont libres de produire ce qu'ils peuvent, de commercialiser ce qu'ils peuvent sans aucune contrainte. Mais les 11 pays, ils se sont regroupés dans ce forum pour beaucoup plus échanger de l'information, de l'expérience, faire connaître le savoir-faire d'un tel pays à un autre, etc. Ils ont créé un centre de recherche, donc le siège est à Alger, c'est le GRFI. Donc, et c'est extrêmement, c'est pour ça que la place de l'Algérie, et ce d'autant plus qu'on est secrétaire général du forum, c'est extrêmement important. Voilà je pense que cette visite, d'ailleurs la visite du président à Qatar, elle est extrêmement importante. Elle donne une position, elle va raffermir en quelque sorte la position de l'Algérie au sein de ce forum, parce que nous ne détenons pas énormément de réserves. Les 3 pays qui détiennent le plus de réserves, en premier, c'est la Russie. En deuxième, c'est l'Iran. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Iran, c'est la 2e réserve mondiale du gaz. Et eux-mêmes, ils produisent déjà beaucoup. Ils produisent, je crois, quelque chose comme 280 milliards de mètres cubes par an. Mais ils consomment beaucoup dans leur industrie, etc. Et le 3e, c'est le Qatar. Oui. Voilà. Nous, on vient bien après. Bien après, mais notre place est extrêmement importante dans ce forum. Très bien. Plusieurs pays, notamment en Europe, ne sont pas à l'abri de quelques perturbations à cause de la crise russo-ukrainienne. Pensez-vous que ce scénario soit envisageable, le scénario dans lequel la Russie venait à fermer le robinet? Un scénario de rupture, en quelque sorte. Très sincèrement, j'en doute. J'en doute parce qu'une rupture du gaz russe vers l'Europe, elle serait catastrophique, non seulement pour l'Europe, mais pour l'ensemble de l'économie mondiale. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 30 secondes, pourquoi ce scénario ne serait pas envisageable? Entre 30 et 40% de la consommation gazière de l'Europe vient de la Russie. À un certain moment, ils étaient même à plus de 40. Alors, 175 milliards de mètres cubes. Les Américains ne sont-ils pas en train d'aider justement les Européens? Ils sont devenus d'ailleurs grâce à ça, mais il y a des arrière-pensées chez les Américains. En ce moment, ils sont devenus pratiquement les premiers exportateurs de GNL dans le monde, les Américains. Ils exportent le GNL qui provient du gaz de schiste américain vers l'Europe. Alors qu'en Europe, il y a par exemple des partis écologistes ou verts ou je ne sais pas quoi qui se battent contre le gaz de schiste. Mais ils ne se doutent pas que c'est du gaz de schiste qui arrive chez eux. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais à couvrir le gaz qui vient de la Russie. Est-ce qu'il peut venir d'ailleurs? Oui, mais pas à court terme. Parce que là, s'il y a une rupture, elle va être brutale. C'est pratiquement, disons, dans les semaines ou dans les mois qui vont venir. Mais pour couvrir tous les besoins de l'Europe, c'est pratiquement,
Moi, je dis c'est pratiquement impossible à court terme. Nous avons vu des pays comme le Japon qui, d'habitude, préfèrent rester à l'écart des conflits, suivre les Américains justement dans cette histoire. Oui, ils ont détourné quelques cargaisons de GNL vers l'Europe. Mais quelques cargaisons, qu'est-ce que ça peut faire? Comme il y a certains qui disent, par exemple, il y a l'Algérie qui va venir au secours de l'Europe. Oui, ok, mais de combien? Nous, on produit aujourd'hui entre 85 et 90 milliards de mètres cubes. On consomme la moitié, on exporte l'autre moitié. D'accord? S'il faut envoyer plus de gaz vers l'Europe, il va falloir développer plus de gisements, il va falloir surtout développer le gaz non conventionnel. Et ça ne peut pas venir tout de suite. Il faut du temps. On aurait dû le faire il y a déjà longtemps. Il y avait un plan en 2013-2014, il y avait un plan, il y avait un programme qui prévoyait 2013 quand la loi pétrolière a été révisée. C'était dans cette intention pour développer le gaz non conventionnel. On ne l'a pas fait. Bon, pour des raisons qu'il est inutile d'en parler maintenant. Machine arrière pour des raisons que tout le monde connaît à présent. C'est pour des raisons multiples, politiques, sociales, environnementales, etc. C'est justifié, il n'y a pas de problème. Il y a pas... Alhamdoulilah, de toute façon aujourd'hui, nous produisons assez, nous couvrons la consommation nationale sans aucun problème. Nous avons assez de gaz, nous avons quand même encore quelque chose comme 2300 milliards de mètres cubes dans notre sous-sol en gaz conventionnel. Hein. Mais nous avons 22 000 milliards de mètres cubes de gaz non conventionnel dans le sous-sol qui ne sont pas du tout produits aujourd'hui et qui peuvent être produits demain si les conditions techniques, économiques, si le besoin. Et le besoin va se faire sentir. Le gaz, c'est le carburant de demain. D'ailleurs, la COP26, nous, on avait peur avant la COP26. On disait, parce qu'il y avait une lutte contre les hydrocarbures de façon générale. Justement, Riyad, je crois que vous avez une question à ce sujet. Alors justement, moi, j'aimerais revenir sur déjà la crise russo-ukrainienne et les sanctions qui pourraient être appliquées contre la Russie. Donc, elles pourraient éventuellement venir ou seraient contraintes d'ailleurs de ne plus alimenter certains de ses partenaires en gaz naturel. Que se passerait-il au niveau des marchés? Comment les outsiders pourraient tirer leur épingle du jeu, on va dire? Les outsiders, c'est-à-dire à condition qu'ils puissent alimenter au moins en partie, disons, le marché européen. Mais à ce moment-là, les prix vont être multipliés par 5, par 6. D'ailleurs, regardez, rien que les craintes. D'abord, ça a commencé avec la faiblesse des stocks en Europe. Avant l'arrivée de l'hiver. Les stocks étaient... Parce que la pandémie, elle a dérégulé un petit peu le stockage, l'économie de façon générale, les consommations, elles ont complètement changé de façon imprévue. Donc, rien que le problème de stock et un hiver rigoureux a fait monter les prix, aussi bien en Europe qu'en Asie, à des niveaux jamais atteints. On a vu le gaz en Europe se vendre pratiquement à $35 le million de BTU. C'est du jamais vu. En Asie, il a atteint même à un certain moment $64 le million de BTU. Bien. Puis après, les rumeurs, enfin le conflit ukrainien. Rien que le conflit et les différents messages qui sont en train d'être lancés à droite à gauche, il va y avoir, il ne va pas y avoir de guerre, etc. Le marché, il est devenu très sensible, aussi bien pour le gaz que pour le pétrole. Le pétrole, il a gagné avec cette crise du gaz. C'est pour ça qu'il est monté au-dessus de $90. C'est à cause de ça, c'est pas à cause d'autre chose. Parce que l'OPEP est en train de fournir pratiquement une production qui fonctionne avec la demande. Le gaz, lui, il est monté à un niveau extraordinaire. Et là, c'est-à-dire s'il y a une rupture du gaz russe, le prix va atteindre des niveaux extraordinaires parce qu'aucun autre pays seul, et même plusieurs, ne pourront remplacer le gaz russe. Et puis, les Russes ne voudraient pas aussi arrêter l'exportation de gaz. Ça représente beaucoup dans leur économie, sans compter le pétrole. On parle du gaz, il y a du pétrole aussi. C'est le premier fournisseur de pétrole de l'Europe, la Russie. Très bien. Dernière question Dernière question, nous allons resituer le débat autour de ce forum. Oui. Si ce forum devait justement proposer des alternatives aux deux parties du conflit, quelles seraient-elles, ces alternatives justement? En principe, ce n'est pas son rôle. En principe, ce n'est pas le rôle. Le forum, comme je l'ai dit, c'est un organe de concertation, de coopération entre les différents pays, etc. Donc, ils pourront peut-être aborder, mais ce n'est pas leur rôle. Donc, ils pourraient peut-être
plutôt contribuer à s'agir, à assainir plutôt l'ambiance en disant, bon, écoutez, on peut peut-être fournir, par exemple, un peu de gaz à partir du Qatar, encore, par exemple, mais il suffirait, par exemple, d'ouvrir les vannes ou la possibilité à l'Iran de développer son gaz. L'Iran, c'est la deuxième réserve. Est-ce que cela ne froissera pas nos partenaires russes, par exemple ? Non. Il y a une alliance déjà entre la Russie et l'Iran. Il y a une alliance extraordinaire, aussi bien économique que militaire. Il y a une alliance chinoise aussi avec l'Iran. Ça ne froissera pas du tout parce que le gaz iranien ne remplacera pas de sitôt le gaz russe. Il faudra donner le temps à l'Iran de développer ses réserves. Il a énormément de réserves. C'est le deuxième pays. Ça y a rien à... En termes de réserve, en effet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Abdelmajid Attal pour toutes ces explications et surtout ces informations. Je rappelle que vous êtes ancien ministre algérien de l'énergie. Merci également Kherdine pour votre présence avec nous sur le plateau. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Madame Ziane Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain.